C'est parti, salut Fabrice. Salut Fred. Donc bienvenue pour ce troisième numéro de 0 et 1, donc le webinaire qui tente de décortiquer le numérique pour qu'il soit plus facile à comprendre et pas seulement pour les geeks. Donc je suis Fred, je suis le président cofondateur de Simplon et effectivement le propos de ce webinaire, c'est de regarder la technologie par un prisme un peu particulier, celui qu'on a à Simplon, c'est sur le plan des métiers et des compétences et de l'impact que ça peut avoir sur le travail. Donc, c'est pour ça que tu es là, Fabrice. Donc, c'est un regard subjectif, de professionnel, sans mots compliqués, sans langue de bois. Et c'est en live sur Teams et en replay sur la chaîne YouTube de Simplon. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Desmasseries. Donc, toi, Fabrice. Déjà, est-ce que ça va bien? Ah bah écoute, ça va très bien. Ouais. Je suis ravi que tu m'aies invité pour parler de ce sujet-là parce que je l'aime évidemment et j'aime en parler. Donc avec grand plaisir Moi, d'être je là. te Ouais. présente comme le pape du product management, donc je pense que tu aurais beaucoup à redire sur cette présentation, donc je vais te laisser te présenter. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, souvent je commence par une question un peu perso. Je demande souvent à mes invités, t'es né où? Où est-ce que tu as grandi? Ils faisaient quoi tes parents? Et puis après, c'est voilà, c'est quoi ton truc dans la vie? Bah, écoute, je suis né à Colombes, à l'hôpital de Colombes, un jeudi. Il faisait beau. Bon, il était minuit 15, mais il paraît qu'il faisait beau. Et c'était pas parce que je suis né. En 81, donc j'ai passé le cap des 40 ans, mais il paraît que ça se voit pas. En tout cas, je dis ça pour me rassurer tous les matins. Mes parents, ma mère était assistante de direction et mon père travaillait en tant que directeur financier pendant un certain temps, particulièrement avec l'Afrique, et s'est retrouvé, comme beaucoup de sa génération, au chômage à 49 ans. Et il a dû créer son activité. Alors qu'il n'était pas fait pour ça. Et c'est là que moi j'ai commencé à travailler quand j'avais 14 ans, à l'aider à développer un cabinet d'assurance. Voilà, donc tout à fait, voilà, tout à fait modeste de ce côté-là. C'est quoi mon truc dans la vie? J'ai eu la chance, moi, dans la vie, d'être suffisamment inconscient pour monter des choses, et dont des produits digitaux qui n'ont pas toujours marché, et par passer par des périodes particulières de ma vie qui m'ont fait prendre ce genre de décision. Et je suis ravi aujourd'hui parce que j'arrive à m'en servir pour parler de certains sujets, parler du sujet du produit et de la diversité dans le produit, je dirais des diversités dans le produit, parce qu'on en a besoin. Au-delà du fait que c'est bien politiquement parlant, c'est qu'on a besoin de diversité. On a des produits qui touchent tout notre quotidien tous les jours, depuis la façon dont on se réveille, depuis la façon dont on travaille, où on tombe amoureux, où on se quitte. Donc les biais terribles du manque de diversité, bah, ils nous touchent tous. Et j'aime beaucoup parler de pédagogie dans nos métiers, parce que je pense que la promesse d'un Simplon est tout à fait tenable pour ce genre de métier de la tech qui aujourd'hui en manque. On a beaucoup d'entre-soi, et l'entre-soi, c'est dangereux. Voilà. Ah, tu vas trop vite, tu vas trop vite, je vais te donner. Donc, tu as parlé plusieurs fois de ce que c'est qu'un. Enfin, non, tu as nommé le produit, produit numérique. Donc, j'ai une petite blague interne à ce webinaire. C'est mes parents s'appellent Claudine et Jackie. Et on ne peut pas dire que ce soit des geeks, hein, mais donc, moi, j'ai envie que Claudine et Jackie comprennent ce que tu racontes. Et donc, je vais te titiller là-dessus. Et donc, qu'est-ce que tu appelles un produit numérique, déjà pour commencer? Et après, pour que tu te désambiguises tout de suite ça, parce que tu dis après le produit, etc. Et dans un autre univers qui est celui de la justice et de la police. Quand on parle de produits, c'est souvent des produits stupéfiants. Et donc, de quoi parles-tu? Est-ce que tu parles de drogue? De quoi parles-tu? Alors, je ne parle pas de drogue, même si un certain nombre de produits numériques peuvent être stupéfiants. Et on parle beaucoup aujourd'hui d'addiction au numérique. On pourra en parler d'ailleurs, parce que ça fait partie des choses qui sont probablement les drogues les plus dangereuses, tout en ne ressemblant pas à des drogues. Et c'est ça qui est terrible. Quand on parle de produits numériques, on parle de tous les outils qu'on va utiliser au quotidien, soit côté perso, hein, vous utilisez Instagram par exemple, ou vous utilisez Teams pour vous connecter, ou Chrome, tout ça sont des produits numériques, ou pour le professionnel. Un produit de comptabilité ou même un compte en banque sont des produits numériques. À partir du moment où ils ont une interface numérique avec une interaction, on va considérer que c'est un produit. Et pourquoi on dit produit et pas service? Parce que, il y a une différence entre le service et le produit qui, dans nos domaines, j'entends, hem,
Le service, si on parle de design de service même, vont considérer aussi les points de contact purement physiques. Aujourd'hui, un point de contact digital, alors, il a une part physique puisque vous interagissez avec un écran, mais c'est un monde, tout ce qui se passe derrière, il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas de rouage, il n'y a pas de personnes qui vous répondent. Le service design, donc design de service, imaginons par exemple que vous rentriez dans la caisse d'allocation familiale. Penser le design de service, c'est penser votre expérience depuis le moment où vous vous dirigez vers la CAF, où vous vous garez, où vous rentrez, où vous bénéficiez des services. La part numérique, finalement, elle est relativement réduite. Imaginons une application pour prendre rendez-vous, imaginons ensuite l'outil numérique qui est utilisé par la personne de la caisse d'allocation familiale, et derrière, l'interface sur laquelle vous allez vérifier que votre demande est faite et que l'argent a été versé. Donc, c'est un point de contact digital avec plein d'autres points de contact qui ne sont pas digitaux du tout. Et là, on va parler de service. Ça amène aussi une forme d'humilité de te dire que les gens ne vivent pas dans un monde virtuel. Même si Facebook a de plus en plus envie qu'on vive dans un monde virtuel, notre monde est réel, physique, et ça évite de penser que les gens n'ont que ça à faire d'utiliser le produit numérique. Donc de garder cette part de vie réelle, physique, avec plein d'autres sources d'attention ou d'inattention. Voilà, c'est de la séparation qu'on en fait. C'est de la philosophie plus que de l'étymologie, si tu veux. Et pour continuer sur ton histoire de caisse d'allocation familiale, le produit numérique de la CAF, c'est quoi? C'est l'application CAF et CAF.fr? C'est l'application CAF et CAF.fr, c'est toute la partie métier qu'on ne voit pas, c'est-à-dire toutes les interfaces qui vont permettre à la personne qui est du côté guichet de rentrer les informations, toutes les systèmes derrière qui vont s'assurer qu'il y a une validation, que le paiement est bien fait, que le paiement qu'il y a une connexion avec les autres services, par exemple, entre la CAF et Pôle emploi, il faut créer des ponts. Et ces ponts sont de fait des produits numériques. Donc, c'est souvent toute une galaxie de choses qui semblent, qui sont invisibles à une part, parce que nous, ce qui nous intéresse, l'utilisateur, c'est notre cas et ce n'est pas le cas des autres. Et donc, les deux sont des produits. C'est des produits qui vont de fait communiquer. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'écosystème souvent. C'est une forme de galaxie ou de cellules dans un corps dont nous, on voit peut-être que le doigt. Mmh. Et donc, pour en revenir à ton sujet de prédilection, donc les produits numériques, ça existe, et donc il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent de ces produits-là. Et donc ça, Ouais. c'est un métier que tu connais bien. Donc on appelle ça un manager de produits ou un product manager. Donc c'est ça le métier, toi, que tu investis beaucoup, auquel tu formes, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce métier-là? Ouais. Alors, ce qui est amusant dans ce métier-là, c'est que si vous travaillez en entreprise, vous avez travaillé en entreprise, vous avez entendu parler de chef de produit. Mais chef de produit, c'est quelque chose qui existe depuis dizaines d'années, qui est marketing, et vous avez encore plein de chefs de produits qui vont gérer des marques comme, je ne sais pas, des produits chez Dior ou des produits chez H&M, par exemple. Et c'est qui vont gérer comment le produit, le prix du produit, où est-ce qu'on le distribue, enfin, toute cette part-là. Le côté numérique a pris des éléments de ce métier, il en a mélangé avec d'autres, des choses qui étaient pour le coup plus numériques, des éléments de chef de projet, par exemple, ou des éléments d'une autre profession qui est très très proche de la nôtre, qui est parfois même confondue. On parle de product owner. C'est un titre spécifique, on garde anglais pour le coup, on ne traduit pas. Et donc, on a appelé mon métier product manager, même en français. Ce qui est très bizarre, parce que si vous dites à un product manager, tu es chef de produit, il va dire non, parce que chef de produit, c'est marketing, alors que c'est la traduction littérale. Ça fait partie des bizarreries, des coquetteries de nos métiers. Et product manager, la différence avec un chef de produit marketing, c'est que on crée le produit. Alors qu'un chef de produit marketing, il va évidemment potentiellement être impliqué, mais ce n'est pas lui qui va créer le produit Dior ou H&M ou un produit chez Danone. Là, le product manager, il est impliqué dans la réflexion, dans la conception, dans le fait de le mettre sur un marché, de le faire évoluer. Et donc, à la différence par exemple d'un chef de projet, ou un projet, vous, je sais pas moi, allez, vous construisez une maison, il y a un certain nombre d'étapes qui sont connues à l'avance, il y a un budget pour chaque étape qui est connu à l'avance, il y a une date de fin qui est parfois assez indicative dans l'immobilier, mais qui est censée être respectée. Dans un produit, vous n'avez pas tout ça. En fait, dans un produit, on va considérer qu'il n'y a pas de fin.
un produit comme Google Search, par exemple, qu'on utilise la plupart d'entre nous tous les jours, est un produit qui est en ligne depuis 1998. C'est toujours le même produit. Mais évidemment, il a beaucoup évolué, mais le concept et ce qu'il vous permet de faire, c'est toujours la même chose. Donc, c'est le même produit. Ça ne peut pas être un projet. Un projet, ça aurait été la version 1 de ce produit peut-être un jour. Et ça veut dire que c'est une activité différente du projet parce que c'est comme éduquer un enfant. D'une certaine façon, faire un enfant, ça prend 9 mois. Éduquer un enfant, ça prend toute la vie. Bah, faire un enfant, c'est un projet. Éduquer un enfant, c'est du produit. Et c'est un métier qui est apparu à peu près quand dans la chaîne de valeur des métiers autour du digital? Est-ce que ça a toujours existé, mais ça ne s'appelait pas comme ça? Ou est-ce que ça s'est spécialisé à partir de la chefferie de projet? Comment c'est un peu, fais-nous un peu l'histoire du métier. Alors, le métier de product manager a émergé d'abord aux États-Unis, comme beaucoup de choses dans le monde de la technologie, on ne va pas se mentir. Euh, Il a véritablement pris son essor en France à partir de 2013 à peu près. En fait, lorsque on s'est rendu compte qu'on était capable de faire de la technologie, non pas un centre de coût, qui était souvent vu comme ça, c'est-à-dire dans les entreprises, on allait demander au département technique, souvent qu'on appelait IT, on a besoin de tel élément et on a un budget de temps. En gros, on vous donne tant d'argent, vous nous donnez ça en retour. Et qui était vraiment cette notion de centre de coût. Euh, on s'est rendu compte au début des années 2010 qu'on était capable de faire de l'argent avec la technologie et que toutes les applications aujourd'hui qui font de l'argent, c'était pas si évident que ça il y a une quinzaine d'années, et c'était pas si évident qu'on soit capable en France de le faire. Là, le côté Startup Nation, dont parle beaucoup notre président, n'existait pas du tout, et on n'imaginait pas un seul instant être capable de faire ça. On parlait de Silicon Valley à la française, mais c'était tiré par des entreprises comme Orange, par exemple. Donc c'était joli, mais c'était n'avait pas du tout cette logique qu'on a aujourd'hui de pouvoir créer un produit seul et le mettre sur le marché, le distribuer, faire de l'argent sans avoir besoin de l'aide d'une autre entreprise. C'était incroyable. Et donc, ça a vraiment né à ce moment-là. Le métier s'est quand même beaucoup inspiré du chef de projet parce que faut une capacité de suivre les choses et de s'assurer qu'on ne va pas n'importe où. De ce métier dont je parlais avant, de product owner, qui lui est né au début des années 2000, je dirais peut-être un peu avant, dans une logique, alors je ne sais pas à quel point les gens qui vont nous écouter connaissent les notions d'agilité, mais qui était une façon de dire justement sortons de ces grandes phases dont je vous ai parlé avec l'immobilier et essayons de faire des petits pas autant que possible. Et la personne qui est censée être responsable de ces petits pas, c'est quelqu'un qu'on appelle un product owner. Et donc le product manager, c'est un peu l'évolution Pokémon du product owner, si tu veux. Et le product owner, donc il est antérieur au product manager. Ouais. Et comment du chef de projet est né le product owner? C'est juste à cause des méthodes itératives qu'on appelle les méthodes agiles. C'est ça qui a fait que c'est un chef de projet méthodologiquement un peu particulier, mais ça vient de là. Exactement, c'est vraiment né avec ça, avec ce changement de philosophie de l'itération pas présente dans le projet, souvent historiquement, hein, parce que même la technologie, on n'avait pas les bases pour être capable de faire l'itération qu'on fait aujourd'hui. Il faut en avoir conscience que c'était pas uniquement une notion de philosophie, mais aussi de capacité. Aujourd'hui, on a une capacité incroyable à mettre des choses sur un App Store, par exemple, et de le changer plusieurs fois par jour si on veut. L'infrastructure technologique n'existait pas avant. Donc, même si on avait pu en rêver, on n'aurait pas pu le faire. Donc, ça a été une évolution naturelle de tout ce système-là. Le product manager venant dépasser le seul spectre du product owner qui était souvent cantonné à ce rôle très technique euh, de pseudo-chef de projet. Aujourd'hui, les deux titres coïncident. Souvent, il y a des product owners qui, en fait, sont des product managers qui s'ignorent, ou des entreprises qui ont gardé cette nomenclature-là. On ne va pas se battre pour des mots. Pour le coup, l'important, c'est ce que font réellement les gens. Derrière, c'est ça qui compte. Et alors, qu'est-ce qui fait que le product owner, ça suffisait pas? Tu disais il fallait dépasser de la technique, mais alors qu'est-ce qui se rajoute à la partie technique ou qu'est-ce qui fait qu'un product manager, il amène de la valeur par rapport à un product owner? Alors, on a tendance toujours à penser que pour faire un bon produit, il faut un produit qui soit
faisable, évidemment. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est compliqué de sortir quoi que ce soit. Une partie de désirable, que les gens aient envie de l'utiliser, ça répond à un besoin et on arrive à faire qu'ils y répondent concrètement. Donc, ça donne envie et en plus, je peux l'utiliser. Donc, c'est peut-être basique, hein, mais il faut les deux. Et une troisième qui est la viabilité économique. Faire un produit qui est faisable et qui est désirable, mais qui ne fait pas d'argent, à un moment, ça ne va pas tenir très longtemps. Et de la même façon, un produit qui est désirable et viable, pas faisable, sortira pas. Un produit qui est faisable, viable, n'est pas désirable, personne n'utilisera et pareil, ce sera un échec. Pour assurer ces trois éléments-là, ça tire plus que simplement d'aller prendre des besoins exprimés par des gens d'une entreprise pour les casser en petits morceaux qui soient digérables par des développeurs et les mettre en production. Ça demande de remettre en cause les besoins, de s'assurer qu'il y a des vrais problèmes derrière, que ces problèmes coûtent de l'argent, du temps, des opportunités à des futurs utilisateurs, donc professionnels ou personnels. Hein. Moi, de ne pas pouvoir partager mes photos à mes proches ou une entreprise de ne pas pouvoir créer un compte facilement quand on est indépendant, par exemple, ce sont des problèmes qui coûtent. Et on va chercher à les résoudre avec des produits. Un besoin qui mérite non seulement d'être résolu, mais aussi qui mérite qu'on paye pour le résoudre. Voilà. Donc, toute cette part-là n'est pas évidente. La notion de désirabilité, vérifier que les gens en aient envie et que les gens puissent l'utiliser. Donc, on va beaucoup parler de design dans ces cas-là. Et derrière, une capacité d'analyse des performances, parce qu'on a un avantage formidable aujourd'hui, c'est que des produits qui nous permettent de mesurer la performance en live de ces, et voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, aujourd'hui, on a une palanquée. Donc, ça permet de mettre les choses, d'avoir des retours, de dire « Ah, là, il y a quelque chose de surprenant, je l'explore » ou « On va dans la bonne direction, continuons, allons plus vite, allons plus fort ». Donc, toute ce package, finalement, qui irait globalement au-delà de produire, qui est d'imaginer, de concevoir, de tester, de mesurer et de faire grandir, c'est ce qui fait partie du spectre du product manager digital aujourd'hui. D'accord. Et donc, pour faire un tout petit pas en arrière, donc, il y a ce product manager, il peut travailler avec des product owners qui sont plutôt sur la partie technique. Et le product owner, lui, il travaille normalement avec des développeurs, mais aussi avec des designers, peut-être avec des utilisateurs aussi. Comment ça se passe? Comment ça interagit? Alors, je vais revenir aussi en arrière. Nous, on considère qu'il n'y a pas de poste. En gros, l'activité de product owner est une activité du product manager. Que product owner, c'est un chapeau qui est porté, enfin un des chapeaux qui est porté par le product manager. Pourquoi? C'est pour éviter la personne qui réfléchit et la personne qui fait. En gros, un des problèmes qu'il y avait dans la notion de projet qu'on avait avant, c'était cette séparation. On parlait de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Le souci, c'est que la personne qui conçoit ne sait pas ce qui est possible ou pas. La personne qui fait, elle peut faire, mais elle va dire je peux le faire. C'est peut-être stupide, mais je peux le faire. Nous, ce qu'on attend d'un product manager, c'est d'être la personne qui réfléchit et qui fait. En gros, de vivre avec les conséquences de ses décisions. C'est trop facile de dire fais-le et c'était impossible et de ensuite passer entre guillemets la balle en disant c'est pas moi qui suis responsable. Ça, c'est des choses dont on ne veut pas. Donc pour nous, product manager et product owner, c'est la même personne. Il y a encore, souvent d'ailleurs dans les entreprises qui sont plus anciennes, cette séparation entre les deux qui est assez dommageable, avec souvent des product managers qui sont managers des product owners. Et là, pour le coup, c'est un peu comme de séparer le chocolat et la cacahuète dans un M&M's. C'est quand même dommage. Hein, parce qu'une cacahuète et un Smarties, ça ne fait pas un M&M's. Tout ce qu'on veut, c'est des M&M's. Voilà. Et effectivement, le product manager va travailler avec des développeurs, puisque de base, il n'est pas capable de faire seul, même si on a de plus en plus d'outils qui nous permettent de faire des choses de façon indépendante. Vous ne faites pas une application qui touche des millions de personnes aujourd'hui uniquement avec des nouveaux outils, qu'on parle de no-code. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas adapté, ce n'est pas fait pour ça. On va travailler avec des designers, donc on parle du UX/UI designer, maintenant de plus en plus de product designer, ça évite les confusions, avec qui on va autant travailler à interviewer des utilisateurs potentiels ou des acheteurs, ce n'est pas toujours la même chose. Si vous travaillez dans une entreprise, c'est le directeur financier qui signe les chèques et c'est la comptable qui va l'utiliser. Là, vous avez un acheteur et bien un utilisateur.
On va travailler à vérifier la désirabilité, on va vérifier à mettre les interfaces devant les gens et voir comment ils se débrouillent, simplement, pour voir si ça fonctionne. Et après, évidemment, on va les réaliser, on va les mettre en production, on va les faire évoluer. Donc ça, c'est le minimum, entre guillemets, d'une équipe produit. Une équipe produit cœur, c'est designer, manager, enfin product manager et les développeurs. Et par définition, c'est un métier de contact, puisqu'il faut les comprendre, les besoins, les creuser. On a beaucoup d'interactions donc avec l'extérieur, mais aussi avec l'intérieur. Donc, si vous êtes dans une entreprise qui vend un produit à destination des professionnels, ça veut dire travailler avec les vendeurs, avec le marketing, avec le support, enfin, tous les gens qui sont en interaction et qui peuvent nous donner des informations sur le besoin ou les besoins qui ne sont peut-être pas couverts et qui pourraient être des opportunités d'évolution du produit. Et pourquoi est-ce avant qu'on rentre encore plus dans le détail de ce que c'est que ce métier, des compétences qu'il faut mobiliser pour ça, pourquoi est-ce qu'il y en a de plus en plus? Pourquoi ça explose le produit? Pourquoi tout devient produit quelque part? Je pense que là, on a mis du temps à comprendre qu'on était capable d'être une entreprise, enfin un pays d'entreprise technologique, qu'on n'avait pas à s'excuser et que ce n'était pas que les Américains qui pouvaient le faire. Et le fait de se dire, il y a un métier particulièrement qui fait basculer la logique de cette logique de produit accessoire à produit qui peut tirer la croissance d'une entreprise, ça a été probablement une épiphanie qui est arrivée réellement depuis, je parlais 2013, mais on dire entre 2013 et 2015, et qu'en fait, on avait plein de gens en France qui étaient capables de le faire, que ce n'était pas uniquement un sujet de gens qui avaient fait des bac+5 en très, très, très grande école d'ingénieurs, que les gens qui avaient fait des choses non techniques pouvaient y arriver. Et de plus en plus, et en tout cas, je le prêche, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un bac+5 pour faire ce métier. J'imagine bien. C'est un métier de contact, c'est un métier de bon sens, c'est un métier de gens qui sont capables d'être des touche-à-tout. Et je connais plus de touche-à-tout qui n'ont pas fait d'études que de touche-à-tout qui ont fait des études, personnellement. Donc, je ne pense pas qu'effectivement que le diplôme soit véritablement quelque chose qui qualifie ou disqualifie dans ce métier-là. Donc, on a ce pool de gens et les entreprises, toutes les entreprises aujourd'hui ont vu avec envie ces startups devenues les licornes dernièrement. Et donc, des entreprises traditionnelles se disent « je ne peux plus faire que du service parce que c'est dommage, il y a probablement beaucoup de valeur à ajouter et ne pas limiter uniquement à un service, je suis limité par les gens finalement ». De deux, les gens se disent « je peux individuellement avoir un impact beaucoup plus grand si je fais un produit qui touche peut-être même des centaines de personnes par rapport à mon temps dans une semaine ». Donc, on a un effet d'échelle qui est très différent. Et de trois, beaucoup d'entreprises d'une certaine taille qui se sont dit, de toute façon, si on ne le fait pas, d'autres, entre guillemets, vont le faire pour nous et on va perdre le combat. Les banques étant les plus connues, on a tous, à un moment ou un autre, soit fait le pas, soit été tenté par aller chez Boursorama ou chez toute cette néobanque qui vous disent, finalement, votre agence, elle ne vous sert plus à grand-chose. Vous voyez la personne une fois tous les X, quand il est disponible. Souvent, c'est presque un stagiaire qui vient de passer CDI et qui va essayer de vous refourguer des choses à un prix prohibitif. Aujourd'hui, les banques n'ont plus le choix que d'investir cette part-là et tous les acteurs classiques, soit ils rachètent, soit ils créent des produits pour lutter contre le fait qu'ils deviennent désuets, simplement. On a une question dans le chat de Sarah qui dit est-ce que le product manager, il manage aussi la data du produit? Ou est-ce que c'est encore quelqu'un d'autre? C'est un data manager? Est-ce qu'il va jusqu'à ces flux-là ou pas? Alors, manager la data, je vais le prendre de deux choses différentes. Être capable de se débrouiller avec la data. Et quand je parle de data, on parle souvent de data quantitative, donc de chiffres. On va dire que là, on parle de data quantitative. Qualitative étant les retours de gens en direct, les interviews, etc. On demande à quelqu'un qui est product manager d'être autonome, donc d'être capable de regarder ses chiffres et de dire est-ce que je vais dans la bonne direction. On lui demande aussi d'être capable de placer les sondes, parce que s'il n'y a pas de sonde de mesure, il n'y a pas de mesure. Donc, on parle de plan de tagage, par exemple, c'est de dire chaque action que j'ai envie de suivre, je mets un petit tag et je dis ça correspond à telle action, je veux la voir dans
un catalogue, et ce catalogue, ça me permet de créer des tableaux, des graphiques, pour pas mal d'analyser la performance. Ça, c'est une part. Lorsqu'on a des entreprises qui grossissent, évidemment, on spécialise les gens, voilà, comme n'importe quelle entreprise. No rocket science, comme on dit. Et là, on a des gens qu'on va appeler product data analyst, par exemple, qui font l'analyse, ou derrière, si c'est une notion de big data, data science, algorithme, il y a d'autres métiers dont on ne va pas parler aujourd'hui. Le product manager, assez bizarrement, on ne manage que le produit, par définition. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas manager des développeurs, il n'est pas manager du designer. Son but, on parle de leadership latéral, c'est un peu bizarre comme mot, mais c'est influencer sans contraindre. Donc, dire à l'équipe, voilà les directions qu'on va prendre parce qu'on a telle information aujourd'hui, on a telle stratégie. J'ai bien pris en compte les informations que vous, équipe, m'avez données. Mon travail, c'est de donner une direction et que cette direction fonctionne pour tout le monde. Donc, ce n'est pas un management, c'est plus du leadership. Voilà. Donc, la partie, si demain vous avez quelqu'un qui est product data analyst dans une entreprise, il n'y a pas de raison qu'il soit rattaché à un product manager. Qu'après, dans une toute petite entreprise, ce soit un cofondateur qui joue le rôle de product manager et qui soit manager de ces gens-là, pourquoi pas? Mais à la limite, c'est une situation temporaire. Et troisième chose, si vous avez une entreprise qui a grossi, il y a évidemment des managers qui là sont en place et il peut arriver que le manager du product manager, qu'on appelle souvent Head of Product, puisqu'on n'utilise que des anglicismes dans notre métier, c'est une horreur, soit aussi le manager de cette analyse de données. Voilà. Mais pareil, ça dépend complètement des entreprises, il n'y a pas de règles qui soient liées à ça. Mais il y a une grosse partie de la data qui intéresse beaucoup le product manager, c'est la data de l'usage du produit, on est d'accord. Et celle-là, il la gère bien par contre. Tout à fait. Il la gère. Voilà, il la gère. Après, comme n'importe quelle entreprise, prendre des spécialistes qui finalement connaissent très bien leur métier et permettent de mettre cette donnée de façon efficace et efficiente à l'ensemble des gens qui en ont besoin, c'est gagner finalement en échelle. Éviter que chaque personne refasse le boulot, sachant que potentiellement ils ne le font pas assez bien. Mais là, c'est uniquement parce qu'on a grossi. Mais vous feriez pareil avec du marketing, avec des RH. C'est la logique de l'histoire des entreprises. On n'a rien réinventé. Tout à l'heure, tu as dit que c'était beaucoup de bon sens, qu'il n'y avait pas besoin d'avoir fait de bac+15, mais si je t'ai bien écouté depuis tout à l'heure, un product manager, il faut qu'il sache un peu parler à des développeurs, un peu parler à des designers, qui connaissent un petit peu le marketing, qui fassent un petit peu de test, qui sachent parler à des utilisateurs, recueillir des besoins. Tu es sûr qu'il ne faut pas être bac+15 là? Est-ce qu'il y a des écoles de product manager déjà? Est-ce que ça existe? Alors maintenant, ça existe. On avait monté, alors le nom qui est encore une fois très américain, qui est Bootcamp. À la base, c'est inspiré des camps militaires américains, donc ça n'a rien de très sexy sur le papier, mais ça a percé dans l'éducation. C'est des programmes intensifs qui durent habituellement entre 4 et 8 semaines sur les métiers. Il y en a beaucoup qui sont multipliés dans tous les métiers aujourd'hui. Et on en avait créé un, nous, dans l'entreprise dans laquelle je suis, en 2018. Aujourd'hui, on n'est pas allé plus loin pour plein de raisons. D'autres entreprises sont nées exactement sur ce créneau-là, qui s'appelle Noé d'un côté et Maestro de l'autre, et qui permettent à des gens en reconversion de pratiquer le métier sur des cas réels, en promotion, vous n'êtes pas seul, et qui alors peuvent pas vous promettre d'avoir un poste à la sortie, parce que ça ne dépend pas que d'eux, mais dont le tampon, d'une certaine façon, aujourd'hui, est une façon d'avoir un diplôme en product management. Nous, côté TIGA, on fait des formations, mais qui sont plus adaptées à des gens qui sont déjà des professionnels dans le domaine. Voilà, on accompagne la carrière, mais on ne démarre pas la carrière chez TIGA. Donc, il y a des formations, il peut y avoir des formations complémentaires, il y aura peut-être un jour des écoles, ça va peut-être devenir un métier avec un diplôme, etc. Mais en attendant, c'est plutôt quelque chose qui se fait au fur et à mesure de l'expérience des gens. Ça se fait beaucoup sur l'expérience parce que Il n'y a que des autodidactes product manager pour toi, pour l'instant? je pense qu'il y en a énormément. Moi, je suis un autodidacte product manager, même si j'ai fait des études. Moi, j'ai commencé par faire des études de droit, donc il n'y avait strictement rien à voir avec le schmilblick, et j'ai monté ma première entreprise en n'ayant qu'un dog. Donc, je ne connaissais strictement rien à la technologie. Donc, c'est possible. Après, je ne sais pas si j'ai été efficace, mais en tout cas, je l'ai fait. Le fait d'avoir énormément de domaines différents
Je prends vraiment cette image de M&M's, mais la cacahuète de base, c'est être capable de sortir des choses. Ça s'apprend. Il y a plein de livres qui peuvent permettre de l'apprendre. C'est pas compliqué. Être très bon comme n'importe quel domaine prend du temps, mais c'est essentiellement de la pratique. Tout ce qui l'entoure, toutes les couches de chocolat, il y a effectivement des connaissances en marketing, des connaissances en données, des connaissances en design, des connaissances en stratégie, en processus. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'à un moment, pour lire tous les bouquins du monde, pareil, il y a beaucoup de pratiques. Selon les envies, les expériences passées, simplement le feeling. Il y a des gens qui sont très 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 bons, une logique très technique, d'autres plus artistes. Je veux dire, à un moment, je caricature, mais il y a beaucoup de ça. Vont pouvoir amener déjà une certaine couche de chocolat autour de leur cacahuète. Et après, ça s'apprend. De deux, ça s'apprend en faisant. Et de trois, on n'est pas obligé d'être bon partout. C'est pas possible d'être bon partout. Il n'y a pas de M&M's parfaitement rond. Et c'est la même chose sur des product managers. Il n'y a pas des product managers parfaitement ronds. Moi, je suis nul en design et je suis nul en tech. Vraiment, c'est pas mes points forts. J'ai pas eu le courage d'aller faire des formations complémentaires dans ce domaine-là. Je me suis plus investi là où j'étais bon, ce qui veut dire que je peux peut-être pas travailler dans n'importe quelle équipe parce que j'aurais besoin d'avoir des gens très bons du côté tech, très bons du côté design, ou dans n'importe quel produit. Des produits extrêmement techniques, par exemple, qui n'ont presque pas d'interface que vous voyez, vous interagissez avec des lignes de commande, je ne suis pas sûr d'être la meilleure personne pour faire ça. Et donc, après, c'est un choix. C'est un choix de carrière, et pour le coup, il n'y a rien d'enfermant. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a suffisamment de place pour tout le monde pour qu'il n'y ait rien d'enfermant. Et donc toi-même, tu connais bien ce métier, tu as dans tes activités professionnelles croisé beaucoup de collaborateurs, de collègues, tu as formé des wannabe product managers. Est-ce que tu as vu des modèles, des patterns de product manager? Est-ce qu'il y a je sais pas, un mindset particulier ou un type d'expérience particulier? Est-ce qu'il y a des choses comme ça pour que les gens nous écoutent, se disent, ah bah oui, moi je suis touche à tout, etc. Et donc, why not? Il y a un mélange particulier, effectivement. Ce qui est difficile dans ces métiers, comme n'importe quel métier touche à tout, hein, entrepreneur, enfin, tu sais très bien, toi, Frédéric, vu depuis combien de temps tu es entrepreneur, la difficulté, c'est d'arriver à toucher à tout sans chercher à faire tout le boulot à la place des autres. Et c'est très difficile. On s'en rend peut-être pas assez compte quand on n'est pas entrepreneur, mais c'est très difficile de laisser la place aux autres. Donc le premier mindset, c'est celui-là. C'est de dire, j'ai conscience de mes forces, des choses que je suis capable de faire, et j'accepte d'avoir cette vulnérabilité de dire, je ne suis pas bon dans ce domaine-là, par contre, je suis prêt à faire le chemin pour mieux comprendre. Donc, je ne suis pas tech, moi par exemple, mais je me suis investi pour comprendre les techs. Pas pour comprendre la tech, mais bien pour comprendre les contraintes des développeurs qui travaillaient avec moi. Le deuxième chose, c'est il faut accepter de tester et de se tromper. Et c'est probablement là que c'est le plus difficile. C'est là où on voit parfois des gens qui sont justement product owners, à qui on a demandé d'être extrêmement rigoureux tout le temps, de dire, est-ce que tu es prêt à t'exposer, à prendre des bâches? En fait, à avoir des résultats qui ne sont pas du tout ceux que tu espérais, à avoir des gens qui te disent, mais c'est nul votre produit, et en fait, à mettre ton ego de côté et à dire, non seulement je le mets de côté, mais en plus, j'embrasse l'incertitude. Et l'incertitude, c'est quelque chose qui est difficilement supportable à l'être humain. On n'aime pas savoir. Il y a un adage qui vient d'un journaliste qui disait, pour chaque problème complexe, il y a une idée, enfin, une solution simple, directe et fausse. Et notre cerveau, il est fait pour guérir l'incertitude, quitte à se tromper complètement. Il préfère une solution fausse que pas de solution. Être product manager, c'est se dire, il y a plein de solutions, la plupart seront fausses. Le seul moyen de le savoir, parfois, c'est de le faire en tout petit, de le mettre devant les gens et de dire, ne me tapez pas, c'est pas grave. Par contre, si vous pouviez me dire ce qui ne marche pas, ce serait formidable. Et ça demande quand même une façon de penser qui est très particulière. Donc, c'est très entrepreneur dans l'idée, c'est-à-dire on ne cherche pas à avoir raison. On cherche à savoir rapidement où on s'est trompé. Et donc ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais je ne pense pas, si tu veux, que ce soit les études ou les diplômes qui te préparent à avoir cette façon de penser-là. Je pense que tu l'as ou tu ne l'as pas, parce que tu as connu des choses. Et la notion de résilience dont on a tous beaucoup parlé depuis que ça a été inventé par Boris Cyrulnik, et Dieu sait que le Covid nous a montré ça, le côté débrouillard, ça prépare à être product manager. Après, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que être product manager dans une toute petite startup,
Et être product manager chez Google ou Amazon, c'est presque plus le même métier. On a un côté très drébouillard, très touche-à-tout au début, et ensuite, comme n'importe quelle boîte, être CEO d'une boîte de 5 personnes, de 20 personnes ou de 100 000, forcément, c'est plus le même métier. C'est pareil sur le produit, ce sera beaucoup plus cadré, beaucoup plus rigoureux dans une très grande entreprise parce que vous gérez un tout petit élément d'un gros système. Dans une petite entreprise, vous gérez presque le système entier. Donc, ça peut casser rapidement, mais ça se répare aussi rapidement. Et donc, tu as déjà vu pas mal d'entrepreneurs qui sont devenus PM ou product manager Ouais. ou pas spécialement? Oui, ouais. Ouais. Et dans l'autre sens, beaucoup de product managers qui sont devenus entrepreneurs. Mhm. Donc, il y a beaucoup de ponts naturels. Les entrepreneurs doivent juste accepter une chose, c'est de se tromper, et d'assumer de se tromper. Et c'est pas facile quand tu as été entrepreneur et que tu avais une idée en tête et que tu étais tombé amoureux. On parle de tomber amoureux de la solution, alors qu'il faut tomber amoureux du problème. La deuxième chose, c'est d'accepter aussi qu'il faut amener une certaine rigueur sur certaines parties. Et j'ai connu des entrepreneurs, quand je suis mentor chez Startup Banlieue, par exemple, et c'était amusant de voir qu'il y en avait qui étaient très organisés et d'autres qui étaient très one again, beast to fly. Et le côté one again, beast to fly, ça va marcher pour certaines choses. Il faut quand même apprendre un minimum de cadrage parce que les développeurs ont besoin de ça. Voilà. Maintenant, on ne vous demande pas d'être expert comptable pour être product manager. Enfin, moi, je serais capable d'être expert comptable de toute façon. Et donc, il y a de plus en plus d'offres d'emploi, de product manager, de product owner, etc. Et donc, comme il y a assez peu d'écoles et assez peu de formations, soit on a fait ces formations-là et ces écoles-là, soit on a été en situation d'être product manager, on a une première expérience et à ce moment-là, c'est ça qu'on regarde quand on embauche un product manager, c'est qu'est-ce qu'il a déjà product managé avant? Souvent, mais on a un virage dans le marché actuellement, puisque vous l'avez tous entendu si vous suivez les activités de la technologie, mais on a ces entreprises qui lèvent de plus en plus d'argent et donc qui ont besoin de plus en plus de troupes. Alors, ils ne se limitent plus à Paris ou à la France. Maintenant, ils vont chercher en Europe parce qu'il y a, ils ont les budgets pour le faire et que travailler à distance aujourd'hui est devenu quelque chose de tolérable, ce que ça n'était pas avant. Mais dans les autres pays européens, c'est la même chose. Donc, à un moment, le pool de candidats, il est forcément limité. Donc, de plus en plus d'entreprises acceptent de prendre des gens qui n'ont pas les bons diplômes, et je dis les bons diplômes avec d'énormes guillemets, parce que c'est très ironique dans ma façon de le dire, ou n'ont pas une expérience précédente de titré product manager ou product owner. C'est là où il y a aussi de plus en plus de stages, de plus en plus d'apprentissage, ce qui n'existait pas avant. Il y a 2 ans, il n'y avait pas un apprentissage. On disait, ah bah non, je ne vais pas prendre un mec qui ne sait pas faire ou une fille qui ne sait pas faire. Maintenant, on dit, on est prêt à les former puisque on n'a pas suffisamment de candidats. Donc, c'est le moment pour moi d'être gonflé, d'aller postuler, d'aller rencontrer. Il y a des communautés qui existent, d'aller provoquer sa chance. C'est ça, de provoquer sa chance. Il y a encore 3 ans, je vous dirais, c'est pas possible. Aujourd'hui, ça l'est, c'est le bon moment. C'est pour ça que tu es là et que tu es là pour nous en parler. Donc effectivement, quelqu'un qui verrait une offre d'emploi pour un product manager junior et qui n'aurait pas forcément fait une formation chez Tiga ou chez Maestro ou chez je sais plus qui, il peut quand même y aller. Il peut quand même y aller. Évidemment, Il il faudra être intelligent ou intelligente, mettre en avant dans son parcours ce qui va correspondre à ce métier-là. Mais ça correspond à n'importe quel métier en débutant, hein. Je veux être comptable et je dis juste que j'aime les voyages. Bon, moi, c'est sûr que ça ne va pas forcément convaincre grand monde. Le fait de se former, de commencer à se former, il y a plein de vidéos en ligne. Moi, je fais partie des gens qui animent cette communauté. On a plein de vidéos en ligne, il y a plein d'articles, il y a des podcasts, il y a des newsletters. Enfin, il y en a plein des newsletters. Il y a le newsletter de Tiga qui est la plus connue. Il y a le média Tiga, media.tiga, thiga.co. Vous trouverez des articles depuis 2015. Vous avez plein d'articles en anglais aussi, si vous aimez l'anglais, mais tous ceux dont je viens de parler sont en français. Il y a le ticket, il y en a vraiment plein. Il suffit de taper newsletter product management, podcast product management ou vidéo product management pour en trouver. Enfin, il n'y a vraiment aucun souci. Il y a des livres de plus en plus aussi. Nous, on en fait plein chez Tiga, qui sont des livres gratuits. Donc, vous pouvez les télécharger gratuitement, moyennant le fait de donner votre contact, parce que c'est comme ça. Notre monde est comme ça. Sur l'ensemble des dominantes de notre métier.
Donc, il y a plein de moyens de se former et de ne pas arriver tout nu dans ce genre d'entretien. Et ça fera la différence. Le fait d'avoir essayé autant que possible de tester le produit. C'est tout bête, hein, mais quelqu'un qui dit j'ai envie de rentrer chez Deezer, comme moi j'étais chez Deezer avant, et qui n'a pas installé Deezer pour l'essayer, je me dis, bah, tu as vraiment envie, parce que franchement, tu as ton téléphone, c'est quand même pas très compliqué. Ça, c'est le genre de choses qui vont rassurer. Et la dernière chose, c'est que entre LinkedIn aujourd'hui, pour ceux qui sont sur LinkedIn, et si vous n'êtes pas, il faut y être. Il n'y a pas le choix. C'est américain, mais c'est comme ça. Ils ont gagné la guerre. Il y a sur Twitter, de suivre des gens et de leur parler. Il y a des communautés, il y a des Slack, par exemple. Il y a des meet-ups. On se rencontre régulièrement, avec le Covid un peu moins, évidemment. Mais pour rencontrer des gens de ce métier, il y a plein de possibilités aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une excuse de dire j'ai pas fait le bon diplôme, j'ai pas fait le bon métier avant. C'est de l'intelligence et c'est déjà ce qu'on demande à un product manager, c'est d'être débrouillard ou débrouillarde. Donc, montrez que vous l'êtes et a priori, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Avant qu'on passe à ton dernier livre et à la responsabilité des product managers, hein, qui est un des sujets sur lequel je veux qu'on passe au moins un gros quart d'heure, tu as parlé du fait que tu avais collaboré sur le produit Deezer. Est-ce que tu peux parler de quelques produits qui sont connus de tout le monde sur lesquels tu as pu travailler? Alors sur produit Deezer, effectivement, moi pas fait énormément de produits qui étaient, on parle de B2C, c'est-à-dire des choses qui touchent le grand public. J'ai plus travaillé, voilà, voilà, à part Deezer, que tout le monde connaît. J'ai pu travailler sur l'entreprise. Bon, j'ai travaillé dans des boîtes comme des entreprises comme IBM, qui aujourd'hui est de moins en moins connue parce qu'ils vendent plus de PC. Voilà. Après, j'ai beaucoup travaillé avec des entreprises professionnelles, donc des entreprises comme Tractor, par exemple, qui font partie de la communauté qui est le Cargo et qui propose une plateforme de location de matériel de chantier. Donc, vous voyez, ce pas des choses, si à moins de travailler dans l'immobilier, vous ne les verrez pas. Et après, je collabore avec énormément de gens de la communauté, de Blablacar, qu'évidemment, vous connaissez tous, évidemment, mais je sais pas, des entreprises comme l'Uni qui font la boîte à histoire, que si vous avez des enfants, vous connaissez probablement, avec qui je vais avoir des interactions. Donc, j'ai cette chance formidable d'être exposé à plein de produits, donc plein de problématiques différentes, et c'est pour ça que j'aime ce que je fais. Et sur Deezer, juste pour creuser, parce que c'est très très concret, ça je pense pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, il y a un product manager chez Deezer, il y en a 10, il y en a 15, c'est un seul produit Deezer? Est-ce que tu Il peux y en nous... a. Alors, alors déjà, c'est deux produits. Il y a le produit qu'on connaît, vous et moi, qui est cette application que vous pouvez retrouver sur téléphone, sur télé, tout ce que vous voulez. Et il y a le produit pour les musiciens, puisque à un moment, c'est exactement comme sur vente privée, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui mette quelque chose à vendre pour que quelqu'un l'achète. Et ben, il y a cette part de produit qui, effectivement, permet à des musiciens ou à des entreprises qu'on appelle des majors de mettre leur catalogue musical. Il y a environ, alors à l'époque, on était 15 du côté produit, donc 15 product managers, donc 15 équipes. Donc une équipe, on va dire, peu ou prou, ça fait 7, 8 personnes. Donc vous multipliez tout ça et vous dites, bah oui, ça fait déjà 120 personnes qui travaillent uniquement sur un produit. Donc après, c'est ce qui est parfois compliqué, passionnant, mais compliqué, c'est comment on fait travailler tous ces gens ensemble. Et c'est des vrais défis. Vous imaginez que dans des entreprises comme Google ou Amazon, vous avez des centaines de milliers de salariés qui ne travaillent pas tous sur le produit, mais quand même beaucoup qui travaillent sur le produit. Comment on fait pour ne pas se marcher dessus? Et là, ça demande des compétences spécifiques que moi, je n'ai pas. Enfin, à des tailles comme Google et Amazon, je ne saurais pas faire, de répartir qui est responsable de quelle partie ou de quel utilisateur ou de quel parcours. Parfois, c'est tout bête, hein, il y a des parcours et des fonctionnalités. Vous allez sur Deezer, bah, vous avez le lecteur de musique, vous avez l'algorithme qui vous permet de vous faire des recommandations, vous avez le catalogue, vous avez la recherche, vous avez l'authentification et les pages qui vous permettent d'avoir de l'aide. Bah, tout ça, ça peut être considéré comme des morceaux du produit, comme des ingrédients dans une assiette. Et dans n'importe quel grand restaurant, il n'y a pas une personne qui fait la totalité du plat, mais si vous êtes dans le restaurant, vous voyez quelqu'un qui vous amène un plat et c'est tout. Et en fait, l'art du product management à l'échelle, donc à grande taille, c'est que l'utilisateur n'ait pas du tout conscience du nombre de gens qu'il y a dans la cuisine. Et Donc, que l'expérience soit toujours bonne. il y a des maîtres associés, comme il y a des responsables de la partie recherche du produit Deezer, quoi. Ouais,
Tout à fait. Excellent. Bon, ça c'était top. Maintenant, il faut qu'on parle un peu du syndrome de Spider-Man, hein. Quand on fait des produits, on a beaucoup de pouvoir sur les gens. Ça leur prend du temps de cerveau disponible, ça modifie leur vie. Donc, c'est aussi de grandes responsabilités. Et je crois que tu viens de publier un livre à ce sujet. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir fait en sorte que les recettes de ce livre soient reversées à Simplon, tu es un fidèle donateur et soutien de Simplon. Donc, je t'en remercie ici devant tout le monde. Pourquoi effectivement il y a ce syndrome de Spider-Man chez les product managers? Pourquoi est-ce que c'est important de prendre la parole pour toi sur ces questions de responsabilité? Parce que, tu l'as très bien dit, on a de la technologie fait partie de notre quotidien à tous les points de notre quotidien, professionnel ou personnel. C'est-à-dire que je disais en rigolant tout à l'heure que c'est la technologie qui nous permet autant de s'aimer que de se quitter. C'est vrai. Aujourd'hui, vous avez des produits qui permettent de gérer les divorces et comment on se répartit avec les enfants. Alors, c'est formidable parce que ça retire un énorme douleur, mais ça veut dire que la façon dont on trouve un job, dont on quitte un job, dont on s'amuse avec nos amis, dont on gère la croissance de son enfant ou des cycles menstruels pour les femmes, tout ça aujourd'hui est en partie régi par la technologie. Donc c'est formidable parce que ça facilite plein de choses, mais ça met une responsabilité énorme pour les gens qui conçoivent ça, parce que ça veut dire qu'une erreur faite par une personne qui est product manager peut toucher des millions de personnes. C'est incroyable en fait. Donc le bien est à l'échelle, le mal aussi. Et aujourd'hui, il y a, surtout dans le monde de la technologie, parce qu'il y a beaucoup d'entre-soi, beaucoup de gens qui, en fait, vont coller sans le vouloir, hein, c'est souvent très involontaire, leur biais personnel dans un produit. Je prends un exemple très bête. Un produit que vous connaissez peut-être qui s'appelle Strava. C'est un produit qui permet, lorsque vous faites du sport, beaucoup centré sur le footing, de suivre votre parcours et de regarder votre performance et de la voir évoluer avec le temps et de la partager avec vos amis. Strava ont laissé la possibilité de, lorsque vous courez et que vous rencontrez quelqu'un qui a aussi en train de courir et qui a Strava, de suivre le parcours de cette personne. Probablement pour dire, est-ce que je peux courir avec cette personne ou trouver quelqu'un qui a le même niveau de performance que moi. Sauf que ça, c'est très beau sur le papier. Et je peux vous assurer que les gens qui ont pensé ça et managé ça sont tous des hommes. Parce que mettez-vous 2 secondes à penser ce qu'un homme, ou d'ailleurs une femme, pourrait faire en suivant quelqu'un. Sachant qu'en plus, les gens sortent de chez eux, hein, en train de faire le footing, ils mettent l'application. Donc je peux savoir où la personne habite. Imaginez tous les dangers que ça peut provoquer par rapport aux bénéfices. Et ça, c'est exactement ce genre de biais qu'on retrouve dans des applications. C'est pas de la méchanceté, c'est de l'inconscience. Et on est tous biaisés. Vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on est tous biaisés. Donc, ils n'avaient pas conscience du danger que ça représentait et ils ont d'ailleurs, fort heureusement, retiré cette fonctionnalité très rapidement parce que des gens ont dit arrêtez vos bêtises. Le problème de ces biais, c'est que ça va toucher, ça va grossir les inégalités. Donc, on se retrouve, et c'est très connu aux États-Unis, si vous êtes d'une certaine origine ethnique, certaine origine sociale, et je ne parle pas de nationalité, je parle d'origine ethnique, hein, être afro-américain, c'est être américain. Vraiment, c'est pas être africain. Hein, je veux dire, on va rentrer dans l'art de ce genre de truc. Aujourd'hui, les systèmes peuvent faire des erreurs, et l'erreur la plus connue, c'était l'algorithme de Google qui, en scannant les images, avait mis un couple, je crois que c'était un couple afro-américain, et avait dit que c'était des gorilles. Pourquoi? C'est parce que les échantillons de photos qui avaient été utilisés pour entraîner l'intelligence artificielle étaient tous des caucasiens. Vous avez eu la même chose sur un certain nombre de détections, par exemple. C'est pas la faute des développeurs de l'algo, c'est la faute du PM pour toi. Il y a les deux. Oui, ouais. Pour moi, il y a les deux, si tu Et veux. donc, un product manager, il est méta-éthique, c'est-à-dire qu'il doit se soucier aussi de l'éthique de l'équipe qui dirige, quoi. Complètement. C'est-à-dire qu'à un moment, en tant qu'équipe, on est responsable de ce qui sort. Donc, on est responsable des impacts positifs de la performance. On est aussi responsable des impacts négatifs. On ne peut pas choisir. Ce serait trop facile, d'une certaine façon. C'est comme de dire mon karma, je prends que ce qui m'arrange et le reste ne m'intéresse pas. Donc, on est responsable de tous ces impacts-là. On est responsable des choix qu'on fait.
Et parfois, c'est des petites choses, hein. Ça peut être, laisser la personne, librement supprimer un compte et vous allez sur Amazon aujourd'hui ou Amazon Prime, il y a un certain nombre dont Amazon Prime, je vous défie de réussir à supprimer votre compte. C'est ce genre de petites choses où les gens se disent: «C'est pas grave parce que moi, c'est juste mon travail», sauf que ça touche le quotidien des gens. Donc ça touche pas juste mon travail, ça touche des gens, ça touche des personnes. C'est pas un bug. Un bug technique, ça se corrige. Les gens sont pas des bugs. Ils se réparent pas comme on répare des bugs. Et c'est pour ça que c'est nécessaire que les gens qui conçoivent et qui sont à ces postes de responsabilité, et d'ailleurs, ça peut être des designers et des développeurs, et j'invite tous ces gens à lire le livre parce qu'il ne touche pas que les product managers, il touche tous les gens qui sont concepteurs de produits et les fondateurs aussi, à prendre conscience de cette responsabilité, à comprendre pourquoi on prend des décisions irresponsables et comment on peut lutter contre ça, et la diversité en fait partie. Avoir des gens qui ont peut-être d'autres biais que moi, ça me permet finalement de guérir les points que je ne vois pas, si tu veux, et derrière de dire qu'est-ce que je peux faire pour analyser mon produit et dire peut-être que mon produit actuel, sur tel élément dont je n'avais pas conscience, il met peut-être qu'il exclut des gens, peut-être qu'il est malhonnête parce qu'il ne dit pas les choses, peut-être qu'il ne mérite pas de prendre autant d'attention à envoyer plein de notifications, peut-être qu'il n'est pas fiable. Je lui donne des informations personnelles, est-ce qu'elles sont bien protégées? Peut-être que je suis économiquement, je crée une contrainte que les gens ne devraient pas vivre. Moi, j'ai connu des produits parce que j'ai travaillé dans ce domaine-là, de produits qui, entre autres, étaient équipés des centres téléphoniques, des centres d'appel, et que les entreprises de ces centres d'appel se servaient du produit pour regarder les temps de pause pipi des gens. En disant, non, enfin, moi, j'ai pas envie de créer un produit qui permet aux gens de fliquer ou d'espionner leurs propres employés, c'est hors de question. Mais j'en avais pas conscience. Donc, c'est pas là. Et après, il y a la partie éco-responsabilité. Attends, juste C'est avant pas ça, parce que... Ouais, juste avant ça, parce que t'inquiète, on va creuser ça parce que tu sais que ça nous est à cœur, ça nous tient à bien cœur, sûr. les simplons. Juste, t'as dit qu'un PM, il était un product manager, il est responsable de la désirabilité du produit et aussi de son modèle économique. Tu as dit que c'était un généraliste, etc. Et là, on voit bien dans ton histoire d'éthique et de responsabilité qu'on est dans le compromis ou la compromission. Et donc, en fait, Oui. imagine qu'une spécification du produit soit particulièrement désirable ou entraîne que les utilisateurs passent leur vie sur le produit, ou que ça amène un modèle économique assez incroyable. Là, ça va être compliqué quand même de faire passer l'éthique devant le modèle économique, voire devant la désirabilité du produit. Comment ça se passe ce genre de compromis? Qui décide d'ailleurs? Est-ce que c'est le PM qui tranche? Est-ce qu'il a un boss? Quand ça a un impact PNL, quand ça a un impact business, c'est pas lui qui dit bah attendez, on va faire de l'éthique, c'est pas grave si on perd 30% de CA, quoi. Ah, il peut le dire. Après, effectivement, il n'a pas le pouvoir comme n'importe quel employé, hein. Disons que c'est son responsabilité de lever le drapeau rouge. Et après de dire, moi, dans quel type d'environnement j'ai envie de travailler. Ce qui me dérange, c'est les gens qui se réfugient derrière le fait que c'est juste un job. Oui, c'est juste un job, mais n'allez pas dire à quelqu'un à l'hôpital: «C'est juste un job». Non, et c'est bien pour ça que d'ailleurs on se permet encore de sous-payer les gens à l'hôpital. C'est parce qu'on sait bien que c'est pas juste un job et qu'ils vont pas abandonner ce travail parce que c'est plus qu'un job. Hem, la Cette notion de compromis, c'est pas de la compromission. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, ça coûte sur le long terme. Alors oui, Facebook fait plein d'argent. Oui, Philippe Morris et Total font plein d'argent et les centrales nucléaires font plein d'argent et H&M fait plein d'argent. La question, c'est est-ce que vous aimez ces marques? Est-ce que vous êtes fiers de travailler? Est-ce que vous seriez fiers de travailler aujourd'hui chez des gens qui font autant de mal potentiel? Alors, soit vous êtes en pleine dissonance cognitive, vous dites c'est pas grave, c'est juste un job, et je vous jugerai pas. Je vous dirai c'est dommage, lis quand même le livre, mais je vous jugerai pas. Ou vous faites un choix et qui est un choix de sens. Et on ne parle pas de choix de sens en disant je vais travailler pour l'humanitaire, hein. On me dit que 95% des produits aujourd'hui sauvent pas des bébés phoques et ils tuent pas des bébés phoques non plus. À quel point vous êtes prêt à pas vouloir travailler pour des gens qui tuent des bébés phoques? Et la vraie question, elle est là. Donc n'importe quel produit peut s'améliorer sur ces domaines-là. C'est ça qui est formidable. C'est que
il n'y a pas besoin de se dire c'est soit 30% de chiffre d'affaires dans moins. C'est extrêmement rare que des compromissions de ce genre, on ait besoin de les faire. C'est aussi extrêmement rare qu'on ait besoin de tant d'attention que ça. Ça ne fait pas plus de chiffre d'affaires en réalité, c'est un fantasme de chiffres, si tu veux. Donc vraiment, ce compromis-là, il n'arrive jamais à ce point. Et de dire, je pense que sur le long terme, respecter le temps de mes utilisateurs, ça amènera des gens qui sont plus contents du produit, ça amènera aussi des gens qui vont plus en parler autour d'eux. Sur le long terme, on y gagne. Et je pense profondément qu'on y gagne aussi en termes de marque, mais aussi de marque employeur, dans un domaine aujourd'hui qui appelle de plus en plus de gens qui cherchent du sens. Et le Covid a aidé à s'avouer qu'on cherchait du sens. Donc c'est peut-être un pari plus sur le long terme, je dirais moyen terme sur le long terme, que du bénéfice immédiat sur les 3 mois. Maintenant, le produit est fait pour penser plus long terme que sur les 3 mois. Et tu vois de ton poste d'observation des product managers et des entreprises de plus en plus enclines à intégrer ces questions de responsabilité, d'éco-conception, d'accessibilité numérique, peut-être dans les produits numériques, Oui. parce que ça fait du sens pour ceux qui font les produits comme pour ceux qui les utilisent. Oui, et parce qu'il y a un calcul économique. On va pas se mentir, c'est difficile de convaincre uniquement sur les valeurs. Même si c'est dommage, on ne devrait pas avoir besoin de choisir entre est-ce qu'on fait quelque chose de dégoûtant ou quelque chose de propre. On ne ferait pas ça dans notre vie quotidienne avec nos enfants. Pour moi, on doit se comporter vis-à-vis de notre produit comme on se comporte avec des enfants. On essaie de faire les enfants qui aient les meilleures valeurs possibles, sans forcément qu'ils aillent sauver des bébés phoques eux-mêmes. C'est pas grave. Il y a cette notion de valeur économique. Alors, l'éco-responsabilité, c'est probablement le plus facile parce qu'il y a une facture derrière qui est une facture technique. Donc, c'est presque le plus simple pour réussir à convaincre les gens de faire de l'éco-conception. Il y a des notions de valeur de marque, la réputation auprès des candidats, bien évidemment. Il y a le fait de s'ouvrir aussi à d'autres publics. Tu parlais d'accessibilité. Aujourd'hui, on considère que faire des choses qui soient plus accessibles, ça peut permettre de toucher 20% de personnes en plus. Et 20% de personnes en plus qui ne sont probablement pas adressées par des concurrents. On dit, non, c'est super. C'est-à-dire que c'est un avantage concurrentiel formidable. Donc, pour convaincre, économiquement parlant, il y a des arguments. C'est dommage d'en passer que par là, et je pense aussi que les choses vont dans le sens positif, qu'il y a d'entreprises qui se trouvent qu'elles n'ont plus le choix que d'aligner valeur sans S et valeur avec un S. Donc c'est une tendance de fond, et on le voit énormément dans nos métiers, le nombre de gens qui disent « je veux du sens, je veux faire des choses qui profondément aident les gens », et c'est comme la base de ce qu'on fait quand on est product manager ou développeur ou designer, c'est créer des produits qui facilitent la vie. On n'a pas envie que ça soit au détriment de ces gens-là. Donc, les boîtes ne vont plus avoir le choix. C'est dommage aujourd'hui de devoir faire des lois pour que les gens respectent vos données personnelles ou qui respectent l'accessibilité. Ça, on va dire que c'est malheureusement des coups de bâton qui aujourd'hui sont nécessaires, mais je les vois de plus en plus accompagnés par une compréhension de la responsabilité, peut-être pas encore par énormément d'actions positives, mais ça commence. Voilà, c'est le moment que ça commence, et c'est pour ça que j'ai écrit le livre. C'est pour que les gens sachent vraiment comment commencer, comment en parler, comment s'en convaincre, comment convaincre autour d'eux, en espérant derrière compléter un jour par des fiches très pratiques pour maintenant que j'ai envie d'y aller concrètement, aide-moi Fabrice à commencer sur l'accessibilité numérique sur une page d'un site internet, déjà aide-moi là-dessus. Et ça serait le complément formidable, et on travaille dessus évidemment pour aider les gens. Bah oui, merci beaucoup pour ça, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il faut avoir l'envie de le faire, mais il faut surtout avoir les compétences. Et on se rend bien compte que dans les professionnels du numérique, il y a un manque de compétences, par exemple sur l'accessibilité numérique ou sur l'impact écologique du numérique. Ça s'apprend, hein, même si on a envie. Donc effectivement, je pense que voilà, on a un grand avenir sur la formation à ces questions-là, sur les product managers et sur les développeurs et sur plein de gens, quoi. Est-ce que tu as un dernier petit mot avant qu'on se dise au revoir? Et déjà, moi, je vais te remercier pour cette heure qu'on a passée ensemble. Je pense que maintenant, c'est très, très clair dans la tête de tout le monde ce que c'est qu'un product manager, la différence avec un product owner. C'est cool que tu nous aies confirmé que c'est un métier qui est en pleine expansion, qu'il est accessible, inclusif, qu'on n'est pas obligé d'être bac plus 15 ou bac plus 18, et que la motivation et la passion, ils jouent un rôle prépondérant.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu fais là dans les 10 minutes d'après? T'enchaînes? C'est quoi le quotidien d'un Fabrice? Alors j'enchaîne, j'ai cette responsabilité vis-à-vis de la communauté, puisque j'en fais partie. On monte une association, je trouve qu'on n'avait jamais faite jusque-là, puisque depuis 2013, on l'a fait vivre sans vraiment de cadre juridique, pour pouvoir avoir des initiatives, dont des initiatives sur la diversité. Aujourd'hui, si on parle de diversité, même de mixité, hein, tout bêtement, on a le même problème que dans beaucoup d'autres domaines, qui est le manque de femmes à des postes de management ou de top management. Donc, on travaille là-dessus. On a envie aussi d'afficher les choses, et c'est l'avantage de connaître les directeurs produits, c'est qu'on peut leur demander d'afficher, même de façon anonyme, ces répartitions. Combien de personnes qui sont des femmes ou ont un handicap, si tant est qu'on puisse le savoir, ou ont un tel niveau de diplôme, à tel niveau de responsabilité dans l'entreprise, pour au moins faire un état des lieux et voir si on est capable de s'améliorer. Je fais des conférences aussi, donc régulièrement. J'organise des conférences. J'écris, j'espère continuer à écrire des livres. Oui, Et mais après, j'ai un rôle d'advisor auprès de fondateurs et auprès de gens du produit sur la qualité de ce qu'ils font. C'est-à-dire, comme c'est de plus en plus important aujourd'hui, je prends la responsabilité d'aller les challenger, de les accompagner de façon coup de poing, d'une certaine façon, mais régulière, pour qu'ils sachent où ils en sont et qu'ils sachent comment s'améliorer. Et ça, c'est une activité complémentaire à mon activité aujourd'hui. Et puis, dernière chose, évidemment, et pas juste pour moi, je suis passionné de produits. Je pense que c'est un domaine qui reste passionnant, que la responsabilité est un domaine énorme, et que des gens qui auraient la même passion peuvent faire plein de choses. Et je ne dis pas ça parce que juste je suis fou de mon métier, je dis ça parce que je pense profondément qu'il ne faut pas s'auto-censurer dans ce domaine, qu'il y a plein de ressources pour pouvoir se mettre à hauteur et trouver des jobs, et qu'on a besoin de gens divers, parce que sinon, on s'enferme à faire des produits qui, encore une fois, ont des impacts négatifs sur les individus, sur l'économie, sur l'environnement. Donc, aidez-nous, voilà, devenez product manager, product designer, même développeur, aidez-nous à faire des produits qui soient plus propres, plus respectueux et impactants dans le bon sens du terme, et pas que économiquement. c'est un super mot de conclusion. Merci beaucoup, Fabrice, d'avoir participé à ce troisième numéro de 0 et 1. La semaine prochaine, je reçois Isabelle Rouen, qui s'occupe d'un truc qui s'appelle l'Observatoire des métiers du futur et qui a écrit un livre sur les métiers du futur. Donc, on verra qu'il y a des métiers du futur dans la tech, mais pas que dans la tech. Et j'imagine que Product Manager, c'est un peu un métier de maintenant et du futur. Merci beaucoup, Fabrice. Merci Frédéric. Bravo pour ton engagement. Salut. Merci. À bientôt tout le monde. Merci d'avoir été là.